Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. D'abord, et suite à la demande de plusieurs de nos followers qui sont issus de la communauté francophone, je vais m'adresser pour la première fois aux langues françaises. Et ceci afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de bien nous suivre et surtout de bien comprendre notre contenu. Et au passage, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous suivent de plusieurs pays africains tels que le Mali, le Bénin, le Togo, le Cameroun, le Burkina Faso, la RDC et même le Madagascar, ainsi que tous les pays africains. Donc, salut à vous tous. Et maintenant, nous revenons sur le sujet du jour où nous allons discuter un peu sur les ouvrages de soutènement et nous allons exposer la méthode de calcul des murs de soutènement en béton armé. Et donc, pour bien saisir cette méthode, pour bien la comprendre, restez connectés et restez branchés et je vous souhaite une bonne compréhension. Calcul d'un mur de soutènement. Donc, nous allons exposer dans cette vidéo la méthode de calcul des murs de soutènement. La topographie des sites est fréquemment accidentée et on y rencontre très souvent des terrains en pente. Et ceci implique la nécessité de soutenir les talus résultant des travaux de terrassement par des ouvrages de soutènement. Et parmi les ouvrages de soutènement les plus fréquemment construits ou bien les plus fréquemment utilisés en construction, on trouve les gabionnages, les murs de soutènement en béton armé, les parois en pale blanche et les parois à talus. Donc, voyez-vous bien cette figure qui illustre une coupe transversale schématique d'un terrain en pente ou bien un profil en travers. Donc nous avons notre terrain qui a cette allure. Par exemple, si on veut exploiter cette partie de terrain, on doit d'abord procéder à des travaux de terrassement. Ensuite, on doit mettre notre soutènement ici. Donc le soutènement, il peut être des gabionnages, c'est une méthode de soutènement un peu ancienne, par des pierres et des gabions. Ou bien on va mettre un mur de soutènement en béton armé, ou bien des parois en atalus. Donc voilà, nous avons repris notre coupe schématique. Par exemple, on veut exploiter cette partie de terrain, ou bien partie du terrain à terrasser. Donc nous procédons d'abord aux travaux de terrassement à ce niveau-là, pour ensuite exploiter cette partie. Donc par exemple, on veut édifier un nouveau projet ici, que ce soit un projet de bâtiment, ou bien quel que soit le type d'ouvrage à implanter ici, ou bien même une route. Ensuite, cette partie-là, qui représente le talus, on doit le soutenir par un ouvrage de soutènement. Et ceci pour préserver notre talus d'éventuels glissements de terrain ou bien d'éboulements rocheux. Dans ce qui suit, nous nous intéressons au calcul des murs de soutènement en béton armé. Donc, nous allons nous intéresser beaucoup plus sur les murs de soutènement en béton armé. D'abord, pour le calcul d'un mur de soutènement, nous suivons les étapes suivantes. Donc, nous avons 4 étapes. D'abord, la première étape consiste en le prédimensionnement du mur. Ensuite, on va établir le bilan des forces et des moments agissant au mur de soutènement. Ensuite, la justification de la stabilité externe. Et enfin, le calcul de ferraillage du mur. Et nous allons commencer par la première partie qui est le prédimensionnement du mur. Donc, le prédimensionnement du mur de soutènement dont la hauteur totale n'excède pas les 6 mètres est déterminé comme l'illustre le schéma suivant. Donc, nous avons ce schéma qui représente un mur de soutènement, un mur hanté ou bien un mur cantilever ordinaire. Donc, pour procéder à la détermination des différentes épaisseurs, que ce soit l'épaisseur en tête ou bien l'épaisseur en pied du mur, l'épaisseur de la semelle, etc. Bien sûr, la hauteur d'un mur ne doit pas dépasser les 6 mètres pour pouvoir exécuter les règles qui vont en suivre. Donc d'abord, pour déterminer E0, qui représente l'épaisseur du mur au niveau de sa tête, cette épaisseur-là, on doit appliquer cette formule H sur 24. Donc H, c'est la hauteur totale du mur, comptée à partir de la base de la semelle jusqu'à la tête du mur. Nous avons un minimum de 15 cm, donc l'épaisseur ne doit pas être inférieure à 15 cm. E1 est égal à H sur 12. B1, c'est la largeur de la semelle côté des terres en aval. Donc nous avons la partie en aval, la partie en amont. Donc je répète, à droite, à ce niveau-là, représente les terres ou bien le talus. C'est la face non apparente du mur. Donc après la construction du mur, cette partie-là qui est à droite sera invisible aux usagers. Donc on l'appelle la partie ou bien le côté amont du mur. Par contre, cette partie-là
la partie de gauche, c'est le côté aval, c'est la partie apparente. Donc par exemple, cette paroi du mur, elle sera visible aux usagers, et cette partie, elle sera en contact direct avec les terres qui sont par là. Donc amont, aval. Donc B1 est la largeur de la semelle côté des terres en aval, sa valeur varie entre H sur 8 et H sur 5. Et je répète, H représente la hauteur totale du mur, comptée à partir de la base de la semelle et jusqu'à la tête du mur. Nous avons B qui représente la largeur totale de la semelle du mur est égale à 0,2 plus 0,45 H. Donc pour déterminer B, on doit appliquer, ou bien pour faire le prédimensionnement de la largeur B de la semelle, nous appliquons cette formule. Il est recommandé d'augmenter la largeur de la semelle trouvée de 15%. Donc si on calcule ou bien on prédimensionne la largeur totale de la semelle, il est préférable ou bien il est recommandé de l'augmenter de 15%. Deuxièmement, force et moment agissant. Donc maintenant, après avoir effectué le prédimensionnement du mur de soutènement, nous allons maintenant établir le bilan des forces. Un mur de soutènement est soumis à plusieurs contraintes extérieures qui sont dues à son poids propre, au poids des terres soutenues, à l'action des surcharges d'exploitation ainsi qu'aux forces de poussée et de butte provenant des terres et de la charge d'exploitation. Donc nous avons plusieurs forces qui agissent sur le mur de soutènement. Les différentes forces agissantes sont ainsi résumées. Donc nous avons d'abord W qui représente la force due au poids propre du mur. Donc notre mur sera construit en béton armé, il a son poids propre. W gamma, c'est la force due au poids des terres, en amont et en aval bien évidemment. Nous avons Q qui représente la force due à la charge d'exploitation, c'est une surcharge d'exploitation. Nous avons PA gamma, représente l'action de la poussée des terres en amont du mur. PAQ, c'est l'action de la poussée due à la charge d'exploitation. Et enfin, PP gamma représente l'action de la poussée des terres en aval, ou bien la butée. Par précaution, l'action de la butée est négligée, car il est probable que des travaux de terrassement seront effectués ultérieurement sur le côté aval du mur. Donc, pour cette raison, on néglige d'emblée l'action de la butée. Le schéma suivant illustre les différentes actions ou bien forces agissant sur le mur. Donc, nous avons d'abord cette charge qui est uniformément répartie, c'est une surcharge d'exploitation. Elle est appliquée à ce niveau-là, en tête du mur. Elle provient des charges des véhicules qui passent à côté du mur ou bien des piétons. Donc, sa nature est différente. L'essentiel, cette charge, on la représente par une surcharge d'exploitation. Nous avons W gamma 1, qui représente le poids propre des terres en amont, ou bien la partie qu'on doit la soutenir. Nous avons PAQ, c'est l'action de la poussée qui provient de la charge d'exploitation. Nous avons PA gamma, c'est l'action des poussées des terres, en amont toujours. Nous avons W, le poids propre du mur de soutènement. Nous avons W gamma 2, c'est le poids propre des terres en aval. Et nous avons PP gamma, c'est l'action de la butée. Et je rappelle, elle sera négligée par des raisons de sécurité. Les actions de poussée sont issues des contraintes horizontales dans le sol et qui sont calculées en fonction des coefficients de poussée. Eux-mêmes sont déterminés par deux méthodes. Donc les coefficients de poussée sont calculés par deux méthodes. Nous avons d'abord la méthode de Rankine et nous avons aussi la méthode de Kaku-Kerizel. Dans nos calculs, on procède généralement à la détermination des coefficients de poussée par la deuxième méthode, c'est-à-dire la méthode de Kaku-Kerizel, à l'aide des tables qui donnent les valeurs de coefficients en fonction des paramètres du sol. Donc nous avons ces quatre paramètres. Donc d'abord le paramètre bêta. Il représente l'angle d'inclinaison du talus par rapport à l'horizontale. Donc nous avons l'horizontale et nous avons le talus ou bien la surface extérieure du talus. Donc elle a un angle par rapport à l'horizontale. Ensuite delta, c'est l'angle d'inclinaison de l'action de poussée par rapport à la verticale. Donc l'action de poussée, elle n'est pas vraiment, elle ne s'applique pas verticalement sur la paroi intérieure du mur et elle a un angle delta. Nous avons phi qui est l'angle de frottement interne du sol, donc des terres à soutenir,
Et nous avons aussi lambda, qui est le fruit, ou bien l'angle d'inclinaison du mur par rapport à la verticale. Donc voilà. La valeur de l'angle delta est déterminée selon l'état de rugosité du parement du mur. Donc elle prend généralement deux valeurs. Donc soit delta est égal à phi ou bien delta est égal à 2 tiers de phi. D'abord pour une paroi rugueuse, c'est-à-dire si cette paroi du mur est rugueuse, delta est égal à phi. Sinon, si elle est lisse, delta est égal à 2 tiers de phi. Le troisième cas, lorsqu'il y ait un écran vertical fictif, on prend delta est égal à phi. Donc maintenant, comment on peut savoir que la paroi intérieure du mur soit rugueuse ou bien lisse? C'est en fonction du type de coffrage utilisé pour notre mur. Donc si on procède par exemple à un coffrage par des plaques métalliques ou bien par l'essentiel, un type de coffrage qui donne des parois lisses, donc on prend delta est égal à 2 tiers de phi. Sinon, si on procède à un coffrage par les méthodes traditionnelles, qui utilisent les planches en bois et qui donnent généralement des parois rugueuses, donc dans ce cas-là, delta est égal à phi. Donc delta prend trois valeurs selon l'état de rugosité de la paroi qui est en contact avec les terres en amont, et dans le cas où il y a un écran vertical fictif, on prend delta est égal à phi. Le tableau suivant donne quelques valeurs usuelles du coefficient de poussée actif des terres K à gamma pour une valeur d'angle de frottement interne égale à 25. Donc nous avons ce tableau-là. Par exemple, si delta est égal à phi, donc delta sur phi est égal à 1. Et si bêta est égal à 0, et nous avons aussi lambda est égal à 0. Donc par conséquent, K à gamma est égal à 0,367. Donc delta, je répète, delta sur phi est égal à 1, c'est-à-dire delta est égal à phi. Bêta est égal à 0 et lambda est égal à 0. K à gamma est égal à 0,367. Et ceci dans le cas où l'angle de frottement est égal à 25 degrés. Tandis que pour la valeur du coefficient de poussée due aux charges d'exploitation KAQ, elle est donnée par cette formule. Donc KAQ est égal à K à gamma divisé par le cosinus de lambda moins bêta. Donc après avoir calculé le coefficient des poussées des terres, on en déduit directement le coefficient de poussée dû à la charge d'exploitation en fonction de la valeur de K à gamma. Pour calculer les forces de poussée agissantes sur le mur, nous déterminons d'abord les contraintes en fonction de la hauteur Z comme suit. Donc nous avons sigma gamma qui est la contrainte de la poussée des terres, elle est égale à K à gamma fois Z. Donc pour déterminer sigma, on applique directement cette formule. Donc nous avons K à gamma, le coefficient des poussées du hauteur. Gamma, c'est le poids volumique des sols et Z, c'est la profondeur. Et nous avons aussi sigma Q qui est la contrainte de la poussée due aux surcharges d'exploitation. Elle est égale à K à Q fois Q. Donc pour déterminer sigma, les valeurs de sigma gamma et sigma Q, on applique ces deux formules. Le schéma ci-contre illustre les diagrammes de contrainte de poussée ainsi que les forces résultantes et leurs points d'application par rapport à la base de la semelle du mur de soutènement. Donc nous avons ce schéma-là, nous avons notre mur ici, nous avons la surcharge d'exploitation. Donc d'abord en vert, nous avons le diagramme des actions de poussée des terres. Donc c'est un diagramme triangulaire. Nous avons l'action de la poussée est appliquée à h sur 3 ou bien au tiers de la hauteur totale du mur. Et nous avons ici sigma gamma est égal à K à gamma, qui est le coefficient des poussées des terres, fois gamma fois Z. Et nous avons aussi le diagramme des poussées dues aux surcharges d'exploitation, qui est un diagramme rectangulaire. L'action de la poussée est appliquée à la moitié de la hauteur, à h sur 2. Et nous avons sigma Q est égal à K à Q fois Q. Donc voilà comment on détermine les actions de la poussée due aux terres et aux surcharges d'exploitation. Les valeurs des forces de poussée sont égales à. Donc nous avons PA gamma est égal à sigma gamma fois H sur 2. Et nous avons aussi PAQ est égal à sigma Q fois H. Donc pour calculer la force résultante, on applique ces deux formules-là. D'abord la première formule pour la force de poussée due aux terres et la deuxième formule pour calculer la force de poussée due aux surcharges d'exploitation. Les forces de poussée se décomposent en deux composantes.
Nous avons d'abord une composante horizontale engendrant un moment de renversement et une composante verticale engendrant un moment stabilisant. Ainsi, les différentes forces agissant sur le mur de soutènement engendrent aussi des moments renversants qui tendent à renverser le mur et des moments stabilisants qui s'opposent aux moments renversants. Le sens des moments est selon la direction et la position du point d'application de chaque force. Le mur se renverse par rapport au point zéro, qui se situe sur l'arête de la semelle à côté des terres en aval. Et ainsi, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. J'espère que vous avez bien compris, que vous avez surtout bien saisi ce que nous avons discuté. On vous donne rendez-vous pour la suite. Au revoir.